réunion. Puis on évoquera le sport à la fin avec le club congolais qui entre tous en lice ce week-end aux interclubs. On rappelle, le V-Club Lupopo joue la Coupe de la Confédération. Et au niveau de la Ligue des Champions, nous avons les tout-puissants Massembe et Maniema Union. C'est l'essentiel de votre journal. On a beaucoup de choses à se dire. C'est votre journal. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au programme de la FM Télévision. J'en parlais tout à l'heure au début de ce journal. Le chef de l'État a présidé la première réunion interinstitutionnelle ce jeudi 12 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné ses orientations aux animateurs de 4 principales institutions de la République, à savoir l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement et les conseils supérieurs de la magistrature. Au cours de cette réunion, plusieurs secteurs ont été évoqués. Voilà, on va revenir évidemment avec plus de précision dans ces condensés que nous propose votre rédaction. Regardez. Ce jeudi, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, a présidé une réunion interinstitutionnelle en vue de passer en revue la situation générale du pays. Le chef de l'État a donné ses orientations aux animateurs de 4 principales institutions de la République, à savoir l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature. Sur le plan économique, le chef de l'État a réitéré sa détermination de voir l'économie de la République décoller, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale du Congo. Concernant le secteur de l'éducation, le président Tshisekedi a insisté pour que la gratuité de l'enseignement de base soit totalement parachevée. Au chapitre de la santé, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné des orientations sur la prévention comme un des piliers du système de santé. La réforme du système judiciaire a aussi été évoquée dans cette réunion. Les réformes dans les secteurs de la justice doivent être parachevées afin que la République ait une justice équitable. Enfin, la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, particulièrement dans les provinces de l'Est et de l'Ouest, ainsi que le parachèvement du processus électoral dans certaines zones du pays ont aussi été abordés. Et puis au sortir de cette réunion interinstitutionnelle, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a fait le point de la dite réunion. Il est revenu justement sur les différentes orientations données par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai cité. On va écouter à présent le président Vital Kamerhe. Des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale, de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale. Et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales, de telle sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens de première nécessité baisser sur le terrain. Et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République a souligné aussi la nécessité d'avoir un système financier cohérent avec les objectifs du développement. Et pour cela, il a veillé à ce que tout le monde puisse comprendre que les réformes fiscales qui vont être amorcées de façon rapide, puisqu'elles avaient déjà commencé, accélérées, nous puissions avoir une fiscalité qui soit attrayante et qui crée le climat des affaires. Et dans cette perspective, le président parlait aussi de la justice sociale en ce qui concerne la fiscalité. Il ne faut pas que les plus petits payent pour plus que les plus grands. Une justice sociale qui puisse remettre chaque citoyen au niveau de ses obligations vis-à-vis de l'État. Nous avons aussi suivi les orientations du président de la République en ce qui concerne des mesures d'assainissement
sous forme de lois, notamment les codes agricoles, pour rendre notre secteur agricole attractif. Et ce code est déjà au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée et au Sénat. Nous allons le retourner au gouvernement pour une lecture avec le nouveau gouvernement, et au niveau de l'Assemblée comme du Sénat, nous allons accélérer son adoption. Le social des Congolais, ça a été l'essentiel du message du président aujourd'hui et de ses orientations, puisque non seulement nous avons parlé du secteur de l'éducation, où il faut renforcer la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire, mais commencer déjà à penser, même si on ne doit pas le faire tout de suite, à ce que cette gratuité soit aussi appliquée au niveau du secondaire. Ceci veut dire qu'il faut parachever totalement la gratuité au niveau de l'enseignement primaire de notre pays. Le président a souligné aussi le secteur de la santé, et avec notamment l'épidémie que nous connaissons aujourd'hui d'Mpox. Il faut non seulement la campagne de vaccination, de sensibilisation, et concernant les autres épidémies présentes et à venir, il a parlé de la prévention, qui est le bon système de santé. Nous avons aussi abordé et suivi le président de la République ses orientations en ce qui concerne le secteur judiciaire. Là, le président voudrait absolument que les réformes du secteur de la justice soient parachevées de telle sorte que nous puissions avoir une justice équitable, ou, par exemple, parce qu'il y a certains abus qui ont été déplorés dans les domaines fonciers, en ce qui concerne l'acquisition de terres dans notre pays, en ce qui concerne la protection du titre de propriété, en ce qui concerne toutes les saisies qui sont faites au niveau des entreprises publiques et privées œuvrant dans notre pays. Toutes ces saisies-là, au niveau de la DGRAD, de la DGI, doivent cesser, parce qu'il y a une façon de résoudre le problème des gens qui doivent à l'État de l'argent sans tuer l'investissement qui est fait, puisque cela a des répercussions sur les Congolais. Le président a parlé, vous vous en doutez bien, de la sécurité à l'est de notre pays. La façon de mettre fin à cette guerre avec la montée en puissance de l'armée, mais aussi comment protéger nos populations et leurs biens, en parlant de la police professionnelle que nous devons absolument encourager, dont nous devons encourager la mise en place. Il a parlé aussi des autres poches d'insécurité. Voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant cette réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Diplomatie à présent dans ce journal, la RDC et l'Afrique du Sud, un partenariat solide et une coopération renforcée. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce jeudi en audience le docteur Béjani, porteur d'un message du président sud-africain, évidemment sur le renforcement des relations bilatérales et sur le plan gouvernemental et politique entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Le ministère du président sud-africain a rassuré que très prochainement, évidemment, une commission mixte sera mise en place. Suivez. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience ce jeudi à la Cité de l'Union africaine à Dr Béjani Chok, porteur d'un message du président sud-africain Cyril Ramaphosa concernant le renforcement des relations bilatérales sur le plan gouvernemental et politique entre la RDC et l'Afrique du Sud. Cette visite fait suite au dernier séjour de travail du président sud-africain à Kinshasa au mois de juillet 2023, au cours duquel le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Cyril Ramaphosa avaient réaffirmé la volonté de renforcer des relations d'amitié et de partenariat entre les deux pays en donnant une large place à la coopération sécuritaire. Plusieurs protocoles d'accord portant notamment sur les mines, l'emploi, le transport et les infrastructures avaient été signés entre les deux pays. Au sortir de l'audience, l'émissaire sud-africain a fait savoir: en Afrique du Sud, nous avons un nouveau gouvernement.
ici des dernières élections et nous sommes décidés de faire en sorte que ce qui était conclu avec le gouvernement congolais soit mis en application. Dr Benjamin Tchok a par ailleurs rassuré à ce sujet que très prochainement, une commission mixte composée de ministres ainsi que d'autres officiels de deux pays sera mise en place. Tout à fait autre chose de l'intérieur. Maître Jacquemain Chabani a reçu en audience le ministre d'État belge André Flao sur la formation des personnels politiques pouvant gérer les provinces afin d'éviter des conséquences négatives qui peuvent mettre en péril la gestion des provinces. D'abord, c'est une belle rencontre. Je tenais à rencontrer le ministre pour effectivement l'encourager dans le travail important qu'il a amené au sein du gouvernement, pour prolonger aussi la discussion que j'ai eue avec la première ministre hier. Nous avons parlé effectivement de sécurité, de décentralisation et également de la formation du personnel politique, que ce soit les élus à tous les niveaux, mais aussi de la formation du personnel administratif. Il a également été question de la sécurité civile et aussi de contact par rapport à la situation préoccupante dans l'Est. Mais comme vous le savez, ma visite ici, elle vise surtout à faire témoignage à mon retour en Belgique que les choses bougent dans un bon sens, avec des responsables aux différents niveaux de pouvoir qui ont cette volonté de faire bouger les lignes, comme on dit, dans un sens positif et pour apporter des solutions, même quand des crises se produisent. Mais la décentralisation est effectivement une nécessité qui impose de pouvoir reposer sur des responsables aux différents niveaux qui sont bien formés et puis qui doivent aussi bénéficier d'une certaine stabilité pour mener à bien leur action. C'est une décentralisation qui ne peut pas compter sur une stabilisation, par exemple, des gouverneurs de province, risque d'être marquée par des incertitudes, et qui dit incertitude dit désordre, qui dit désordre dit conséquences négatives pour le personnel. Allez, on va rester au pays avec les abonnés du bouquet Canal Plus qui sont surpris certainement de voir une coupure sans avertissement, pas de panique. Il s'agit donc de la mesure de suspension à titre conservatoire pour une durée de 45 jours de ce bouquet international par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais également de la chaîne Canal Pop. Qu'en est-il réellement de cette suspension? On fait le point avec Serge Dubou, rapporteur adjoint du CESAC. On l'écoute. Vu le règlement intérieur du CESAC, en ses articles 50, alinéa 1er et 85, alinéa 2, vu la directive du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, numéro CESAC, /AP, /163, /2013, du 1er mars 2013, relative à la télédistribution en République démocratique du Congo, spécialement en son article 23, alinéa 1er, vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, numéro CESAC, /AP, /018, /2024, du 5 septembre 2024, portant interdiction de diffusion de l'émission Bachelor du bouquet Canal Plus sur toute l'étendue du territoire national, considérant le rapport circonstanciel du Centre de monitoring des médias congolais, numéro 082, CMMC-CAN, TPK, Cordo, 06, 2024, du 10 septembre 2024 portant sur la diffusion de l'émission des Bachelors sur Canal Plus Pop, attendu qu'étant sous suspension, la chaîne Canal Plus Pop a continué à diffuser allègrement et sans embâche
le programme frappé d'interdiction, attendu que cette attitude constitue une violation délibérée des décisions du Conseil et frise la rébellion contre l'instance de régulation des médias, attendu que le CESAC constate et ou sanctionne le cas de non-observance des sanctions par lui prononcées, vu l'urgence et la nécessité, prend à titre conservatoire l'acte dont la teneur suit. Article 1er. Est suspendu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour une durée de 45 jours à dater sa publication, la chaîne Canal Plus Pop. Article 2. Le directeur général de Canal Plus RDC est invité au Conseil pour présenter ses moyens de défense en rapport avec le manquement relevé ci-avant en déant 7 jours. Article 3. Le procureur général près le Conseil d'État ainsi que le directeur général du Renatelsat sont priés de concourir à la bonne exécution du présent acte qui entre en vigueur à la date de son adoption. Fait à Kinshasa le 11 septembre 2024 pour le bureau du CESAC, Maître Bossembe Lokando Christian, président, Djibou Ngoï Serge, rapporteur adjoint. En siégé, Bossembe Lokando Christian, président, Mboliko Mbolisson Bruno, vice-président, Djibou Ngoï Serge, rapporteur adjoint, Louyeye Kundomba Adou, questeur. Un groupe de membres de la communauté nigériane vivant à Kinshasa, victime d'une spoliation de leurs parcelles, a rencontré le président de la CNDH pour expliquer leur mécontentement face à l'injustice subie par l'un de leurs dans le dossier de la parcelle située au numéro 43 de l'avenue Chouapa dans la commune de Barumbu. On fait le point tout de suite avec Fifi Kalumbwe. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle, dit-on. Ces membres de la communauté nigériane vivant à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ont à travers cette démarche entreprise auprès du président de la CNDH exprimé leur ras-le-bol. C'est là en compassion de l'un de leurs victimes de spoliation au grand jour et qui ne sait plus à quel sens s'avouer car ayant parcouru toutes les démarches dans les différentes instances de la République démocratique du Congo, mais sans succès. Condamnons cet acte verbal qui était opéré par garde républicaine. Je crois que le président qui est en train de nous écouter doit tout faire pour interpeller le responsable des gardes républicains pour cesser cette imminence-là contre les sujets nigériens. Parce que ce n'est pas la première fois que mon frère Emmanuel est menacé. Donc je crois que j'ai tout vérifié le document. Il a vraiment un document authentique. Et maintenant vous savez qu'il y a beaucoup de frappeurs qui font le faux papier pour confisquer la parcelle d'autrui. Et surtout que le monsieur qui fait ça, c'est un avocat. Ayant choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie, ces membres de la communauté nigériane participent d'une manière comme d'une autre au développement de la RDC par la lutte contre le chômage en embauchant certains compatriotes, ont-ils évoqué. Comment mutumoka koyabwe azo utiliser ba kombo autorité ya mboka ko botola batu biloko na bango toza étranger ou bien si mais toza pe toza ba africain toza ba noir toko lela makambo ya bo soki basali biso yango na poto mais awa na Afrique awa basala biso biloko ya bongo ezo sala biso pasi mingi. Auprès de Paul Sapumukulu, cette délégation nigériane qui soutient l'un de leurs a, avec des larmes aux yeux, sollicité son implication et sa médiation afin de les aider à recouvrir leurs droits les plus légitimes, car la RDC constitue pour eux la seconde patrie, a conclu Pascal Nyachoukou, l'un des membres du comité des sages de cette structure.
Et puis toujours dans l'actualité, la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, les détenus mineurs violés ont expliqué au tribunal les calvaires endurés lors de la tentative d'évasion. Certains ont expliqué comment les faits se sont déroulés. Au cours de la même audience, 3 des 4 prévenus ont reconnu leurs bourreaux parmi les prisonniers présents dans le box. Les détails avec Alain Goma. Au total, 4 détenus mineurs ont rapporté mercredi 11 septembre 2024 au tribunal militaire garnison Kinshasa-Ngalema comment elles ont été violées par d'autres prisonniers dans la nuit de dimanche 1er septembre au lundi 2 septembre 2024 lors de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Devant le tribunal qui siège en procédure de flagrance au sein de cette maison carcérale, la victime surnommée V17 pour raison de confidentialité est revenue sur sa situation lors de cette nuit tragique. Il en est de même pour la victime V18 à l'en croire. Elle a été retirée de leur pavillon de mineurs pour être violée au niveau de l'aumônerie située toujours dans l'enceinte de Makala. Au cours de la même audience, 3 des 4 prévenus ont reconnu leurs bourreaux parmi les prisonniers présents dans le box des accusés. En réaction, lors de leur prise de parole, les accusés ont nié les faits et accusent à leur tour ces mineurs de vouloir tout simplement les charger. Pour le ministère public, ces témoignages de victimes démontrent une fois de plus la cruauté de ces prisonniers à la base du chaos causé au sein de cette maison carcérale. Des allégations qui sont rejetées du côté des avocats de la défense. Les avocats de la Ligue de zone Afrique pour la défense des droits des enfants et d'élèves, organisation spécialisée dans la défense et de la protection des enfants et élèves et porteuse de la cause des séminaires, regrette que le tribunal n'ait pas pris en compte que le témoignage de 4 mineurs alors qu'elles étaient au nombre de 7. Actuellement, les raisons de la tentative d'évasion à Makala ne sont toujours pas élucidées, mais le bilan annoncé par le gouvernement de 131 morts est contesté par certaines organisations de la société civile. Selon les autorités, il y a eu de morts par balle, dont 24, tandis que d'autres détenus sont morts suite aux tirs de sommation ou encore par bousculade et étouffement. Selon toujours le gouvernement, via le vice-premier ministre en charge de la sécurité, il a évoqué quelques femmes ont été violées sans donner le nombre. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie du bâtiment administratif, du greffe, de l'infirmerie et de dépôts de vivres. Un mot de sécurité à présent dans ce journal. De nombreux affrontements ce jeudi entre le M23 et les Wazalendo près de Boéré et Mana, selon les sources locales. Les Wazalendo ont réagi à une attaque de rebelles du M23. Les rebelles étaient en train de vouloir récupérer les positions des forces loyalistes et des Wazalendo sur les axes. Voilà, la source locale affirme qu'il n'y a eu aucun déplacé après ces affrontements. Les détails entrent une fois de plus avec Alain Goma. Reprise de combat depuis tôt le matin de ce jeudi 12 septembre et Kashinga Moïté surplombant la cité de Boéré-Mana dans le territoire de Massissi dans le nord Kivu. Selon les sources locales, les volontaires pour la défense de la patrie et VDP, appelés communément Wazalendo, ont réagi à une attaque de rebelles du M23. Depuis pratiquement une semaine, les éléments de la coalition M23 s'affrontent avec les Wazalendo dans les territoires de Massissi et de Rutshuru. C'est en violation du cessez-le-feu signé entre la RDC et le Rwanda sous la médiation de l'Angola. Une rencontre de planification des opérations conjointes de neutralisation des FDLR dans l'est de la RDC, prochainement à Luanda entre les experts militaires congolais et rwandais. C'est une option levée entre les deux parties et cela devra suivre le retrait de troupes rwandaises déployées dans l'est congolais aux côtés de rebelles du M23.
Un mois de société à présent, la construction des digues dans le quartier Ndanou, dans la commune de Limete, qui date de plus de 6 mois. Passé aujourd'hui, les habitants de ce coin se lamentent de non-avancement des travaux. Ils lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes de s'impliquer à fond avant le retour de pluie. On va suivre tout cela à l'image. Depuis le mois de mars 2024, un lancement officiel de construction d'une digue a été fait dans le quartier Ndanou, précisément dans la commune de Limete. Ce projet a pour objectif de prévenir les inondations et autres catastrophes naturelles, facteurs d'insécurité et d'innombrables pertes en vies humaines et dégâts matériels. En effet, depuis la mise en œuvre de ce projet jusqu'à ce jour, il n'y a pas une évolution. Les travaux marchent à pas de tortue. La population de ce coin de la capitale lance un cri d'alarme auprès des autorités. Cela fait déjà 6 mois, mais nous ne sommes même pas à un quart de travaux. Ils ont détruit notre fausse digue qu'on avait créée. S'il se faisait qu'il pleuve aujourd'hui, nous serons inondés plus qu'avant. Cependant, nous demandons aux autorités de l'État de s'impliquer à fond pour que cette belle initiative aille de l'avant, comme l'a fait savoir un habitant de ce coin. Ce projet est chiffré à la hauteur de 86 millions de dollars américains, y compris les frais administratifs, sans compter les expropriations qui font partie d'une autre étude. Allez, dirigeons-nous en dehors de nos frontières. On va s'y rendre au Sénégal où le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a dissous le Parlement hier jeudi 12 septembre 2024 au Sénégal, voilà, qui est à la recherche de la majorité parlementaire. Élu en mars 2024, il a annoncé la tenue évidemment d'élections législatives anticipées pour le 17 novembre prochain. On fait le point tout de suite avec Delphin Moukeba. Cherchant à avoir la majorité parlementaire, le président Bassirou Diomaye Faye dissout l'Assemblée nationale dans son pays, le Sénégal, et se cherche une majorité. Les faux suspense a pris fin jeudi 12 septembre. Dans une allocution à la télévision nationale, le président sénégalais a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et convoqué des élections législatives anticipées le 17 novembre. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat. L'annonce de cette dissolution n'est pas une surprise. Fin août, le Conseil constitutionnel avait rappelé que la dissolution de l'Assemblée nationale pourrait être également prononcée par le président à partir du 12 septembre. On termine ce journal avec du football, deuxième tour préliminaire des interclubs de la CAF. Les 4 représentants congolais entrent en lice ce week-end en Coupe de la Confédération. Tout à l'heure, le club joue les clubs sud-africains, Lupopo, qui s'est déplacé en Angola, aussi pour son match. Et puis en Ligue des Champions, nous avons le tout-puissant Mazembe et Maniema Union. Retour sur les dernières informations des clubs congolais avec Santos Junior. C'est une rentrée des classes pour le club congolais engagé aux interclubs pour la saison 2024-2025. Tout d'abord, les FC Saint-Ola Lupopo de Lubumbashi qui séjournent depuis mardi 10 septembre dernier à Lubango en Angola pour jouer les FC Bravos en match de la 16e de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Ces matchs furent au dimanche 15 septembre à Estadio Nacional à Lubango. La délégation de Cheminot, forte de 45 personnes dont 26 joueurs est arrivée mercredi à Lubango selon des sources proches du club louchois. Exemptés du tour préliminaire de cette Coupe de la Confédération de la CAF, le FC Saint-Eloi Lupopo croise le FC Davos d'Angola Domaki et qui, à son tour, a sorti Constal Union de la Tanzanie à raison de 3-0 au match aller à Lubango et 0 buts partout au match retour. L'autre représentant de la RDC en Coupe de la Confédération de la CAF, c'est bien l'SV Club de Kinshasa qui se déplace
à Cap Town au Stadium en Afrique du Sud pour affronter la formation des Stellenbosch FC ce vendredi 13 septembre. Cette rencontre entre dans le cadre du deuxième tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération africaine. Les Dauphins noirs de Kinshasa doivent faire un bon résultat à l'extérieur afin d'espérer une qualification face à un adversaire en bonne santé grâce à ces deux derniers sur ses devants, Mamelodi Sundowns. Rappelons, pour ce qui concerne l'SBG de Kinshasa, le club a reçu l'autorisation d'atterrir en terre sud-africaine pour jouer son match aller. En Ligue des champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe accueille ce dimanche Red Arrows FC de la Zambie au stade Kamalondo à Lubumbashi, alors que Maniema Union offrira son hospitalité à Clétoa Petitco de Luanda au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. C'était là l'essentiel de l'actualité sur FM Télévision. On a abordé évidemment au début de ce journal la réunion interinstitutionnelle tenue par les chefs de l'État. Vous avez écouté la réaction du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, sur les résolutions arrêtées après cette dite réunion. Le journal est en continu sur notre chaîne YouTube, sur nos antennes. Il revient dans une demi-heure.